L'invité du Grand Journal au micro de Steve Nadjar. Stéphane Rodez, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes politologue et sondeur, président de la société de conseil CAP, et vous publiez un livre d'entretien avec Arnaud Benedetti intitulé Chaos, essai sur les imaginaires des peuples. C'est publié aux éditions du Cerf. Pourquoi l'étude des imaginaires et de leur décalage parfois avec certaines manifestations du réel vous est apparu, Stéphane Rodez, comme une clé d'explication efficace des différentes crises que nous vivons actuellement? La singularité de cet ouvrage repose sans doute sur le fait que, professionnel, pour la première fois après 30 ans d'exercice, travaillant pour des gouvernants, des grandes entreprises, des institutions internationales, je pose au fond ce qui me semble être au fondement du cours des choses et de ce qui anime collectivement les peuples, dont il faut au quotidien rendre compte des représentations politiques, débats idéologiques, réflexions religieuses. Au fil des années, je me suis aperçu que d'abord, au travers de l'exemple français, il y avait des constantes dans le rapport du citoyen à la nation, du salarié à son entreprise, de ce qu'investit le consommateur français quand il acquiert des biens et des services, du résident avec son territoire, de la façon dont les Français se représentent l'économie, dont ils se déploient sur les réseaux sociaux et dont ils se déploient dans le monde. Ces constantes dans les façons d'être et de faire prennent des formes différentes selon les moments historiques, un tout petit peu selon les régions. Et puis, comme j'ai aussi travaillé pour la Commission européenne, l'USIA, l'agence d'études de la CIA, mais le Marshall Fund également, oui. Du coup, j'ai pu confronter notre singularité à celle des autres pays. Il faut comprendre que l'imaginaire français mésestime les différences culturelles entre les peuples, justement parce que l'imaginaire français est projectif et universaliste. Justement parce que depuis les origines des Celtes, des Latins et des Germains, la façon dont les Français s'approprient le réel, c'est toujours par léger écart du réel. La diplomate américaine Madeleine Albright disait « Seuls les Français peuvent dire « j'y crois en théorie et pas en pratique ». Donc, la singularité française dans son rapport au monde, dans sa façon d'être et de faire, c'est de voir le réel pour se l'approprier par léger écart. Alors ça prend des formes religieuses, ça prend des formes politiques, ça prend des formes philosophiques, de création artistique, de façon de penser, de voir les mathématiques, l'économie, le rapport au luxe. Même cet imaginaire, Stéphane Rodez, pardon, je vous coupe, est parfois un peu négligé par les dirigeants politiques de ce pays. Vous citez notamment une conversation, une des rares conversations sérieuses, je vous cite là, que vous avez eue dans le passé avec François Hollande, dites-vous, qui mettait en avant uniquement le facteur économique pour essayer de comprendre, en fait. Oui, mes conversations avec François Hollande, un des 3 présidents pour qui j'ai travaillé, étaient toujours sérieux, mais elle portait sur les manifestations économiques, politiques des uns et des autres, et rarement sur le fondement de ce qui agit et anime les peuples. Donc le problème français, effectivement, c'est de voir dès la Révolution française et les Lumières, le réel porté par la raison, par le progrès, puis par l'économie. Et donc, si nous avons fait la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, c'est justement parce que pour nous assembler à l'intérieur, il a fallu voir hors de nous, Malraux disait qu'on avait toujours besoin d'embrasser le monde, il a fallu voir hors de nous l'endroit où on encastrait la dispute politique commune, de sorte que les Français ont été de façon illusoire pris par une sorte, je dirais, de romantisme, voyant dans la divination des marchés ou le monde extérieur notre dépassement. Le débat a lieu dès les Lumières entre le juriste Montesquieu et le philosophe mathématicien Condorcet. Montesquieu dit « la loi
Et le cours des choses doit suivre les us et coutumes des peuples. Et après, Condorcet, le philosophe mathématicien, dit taratata, le monde est un, la raison est une, la vérité est une. Donc la loi doit être une. Donc l'illusion française, c'est sans cesse de mésestimer ce qui, moi, j'ai été obligé d'y arriver pour interpréter ce que je voyais concrètement, m'a au contraire marqué, c'est la permanence des inconscients collectifs des peuples, et la nature culturelle. Et le constat que vous dépeignez, Stéphane Rosès, est tragique. La France est en dépression, son affaissement économique et industriel est indiscutable. Le délitement du monde se confirme semaine après semaine. Est-ce qu'on a là les ingrédients d'autre chose encore, de quelque chose encore de plus fort que la jacquerie des Gilets jaunes ? Oui, vous dites mon constat. Alors, deux choses, soyons précis. Il y a le réel tel qu'il se déploie indépendamment des représentations qu'on en a, il y a la façon dont les Français voient le réel. Les Français sont les plus pessimistes au monde, alors que leur situation sociale, quoique dégradée, est encore très enviable et enviée. Donc il faut déjà expliquer pourquoi les Français sont-ils les plus pessimistes au monde, alors que leur situation au quotidien, mieux vaut être un Français que même un Allemand, un Anglais, n'en parlons pas, ou un Européen du Sud. Donc il faut déjà expliquer ça. Bon. Et deuxièmement, il y a les éléments objectifs. En 30 ans, dans tous les domaines, la France a objectivement régressé. J'ai longtemps travaillé pour Ernst & Young et HEC sur l'attractivité du site France. Même en matière d'innovation, où nous étions très forts, nous reculons. Notre système scolaire, qui était cohérent, est dans un état de dégradation incroyable. Nous avions le premier électricien au monde, EDF, qui a été mis à genoux. En un mot, nos élites, ne pensant pas ensemble les questions culturelles, religieuses, politiques, de rapports sociaux, de rapport à la technique et de rapport à la géopolitique, ont accompagné des politiques enclavées dans l'Union européenne, absolument contraire à l'imaginaire français. L'imaginaire français, pour déployer le génie français et notre productivité, c'est de se projeter dans des visions construites par de sempiternels débats, disputes que nos amis étrangers repèrent bien. L'Union européenne, c'est l'inverse. C'est le respect de procédures économiques. C'est adapté au moment néolibéral et à l'imaginaire allemand ordo-libéral, contraire à l'imaginaire français, mais pour reprendre l'expression d'Arnaud Benedetti, c'est bien la France qui est dans l'œil du cyclone. C'est-à-dire que l'Occident est la civilisation qui a le plus de problèmes avec la globalisation néolibérale, parmi elles l'Europe plus que les États-Unis, et au sein de l'Europe, la France, dont les singularités qui fait de la construction politique ce qui nous assemble, est en contradiction avec les politiques de l'État. Mon analyse, pour avoir accompagné le sommet de l'État pendant 30 ans, c'est que les politiques menées par le sommet de l'État enclavé dans l'Union européenne néolibérale est inverse à l'imaginaire de la nation. Et c'est ça qui fait notre dépression morale, mentale, nos régressions politiques et objectivement, le déclassement français et l'incompréhension même de nos dirigeants de ce qui advient. Vous parliez des Gilets jaunes. J'ai dit tout de suite au président Macron qu'il devait accueillir les Gilets jaunes parce que c'était une jacquerie. Une jacquerie n'est pas une révolution. C'est très différent. Donc une jacquerie... Vous écrivez qu'il réclamait le retour du politique, finalement. Bien sûr. Emmanuel Macron avait dit lucidement et courageusement devant le Congrès, le premier mandat que m'ont confié les Français, c'est de restaurer la souveraineté de la nation. Donc il fallait déjà bien comprendre les raisons profondes de la victoire d'Emmanuel Macron et du consentement du pays à ces réformes, alors qu'elles étaient jugées majoritairement injustes socialement. Quand Merkel lui dit à Aix-la-Chapelle qu'elle ne va pas lui donner la deuxième étape, c'est-à-dire
rebattre les cartes pour une croissance européenne, il reprend le propos de ses prédécesseurs. Il remet Benalla entre lui et les Français. Eh bien, la pétition qui existait dès le printemps, c'est en septembre qu'elle prend comme une traînée de poudre sans centralisation politique. C'est une jacquerie qui remonte du fond de notre histoire, mais dont nos élites et classes dirigeantes ont été incapables de comprendre la nature profonde, et nous le voyons maintenant, puisque le Rassemblement national, lui, passant du nationalisme à la nation, passe de l'extrême droite à la souveraineté nationale, et c'est lui qui capte ce qui se passe en profondeur dans la société française et dont tous les jours on commente les épiphénomènes. Une dernière question, Stéphane Rodez. Quels sont, selon vous, les candidats qui ont le mieux compris autour de la dernière campagne cet imaginaire français, et avec la volonté peut-être de limiter le décalage entre cet imaginaire-là et le réel, et les manifestations notamment du réel politique? Chacun y a vu en partie. D'abord Emmanuel Macron, clairement, dans mes échanges avec lui avant la précédente présidentielle, il fait du Ricoeur plus du Michelet. Il dit aux Français, votre malheur, notre malheur ne vient pas de vous les Français. Et on n'a pas ni à résister à la mondialisation, ni à s'y adapter. On va se mettre en marche à partir du génie des Français. Le problème, c'est le système politique. Et moi, je lui disais, et j'écrivais à l'époque, que non, la crise du politique n'est pas la cause de nos problèmes, c'est l'effet de ce que l'imaginaire français rentre en contradiction avec le sommet de l'État. Le système politique, ses institutions sont la variable d'adaptation entre la nation et l'État, et c'est ça qui fait la crise du politique. Bon, donc la crise du politique est l'effet et pas la cause. Mais Macron avait compris l'importance de la symbolique. Avec Macron, on peut parler de Péguy, de Jeanne d'Arc, de l'affaire Dreyfus. Il est beaucoup plus cultivé que ses prédécesseurs. Mais c'est un être scindé, avec une forme d'hubris. Il pense qu'il va tenir dans un néo-bonapartisme, à l'heure néolibérale, par une posture contre les corps intermédiaires, les Français ensemble, pour au fond aménager et faire évoluer la start-up nation. Donc cette hubris vient du fait qu'il décloisonne le politique du culturel, de sorte qu'il n'incarne pas, il n'est pas enraciné dans la nation, il le représente, ce qui est évidemment est très différent. Merci beaucoup Stéphane Rodez d'avoir été avec nous. Je rappellerai peut-être encore une phrase de votre livre d'entretien avec Arnaud Benedetti. Tout le problème vient de l'autonomisation de l'efficacité par rapport au bon et au juste. C'est une phrase qui explique aussi les conséquences. Absolument. De la mondialisation. Voyez, un peuple qui se déploie harmonieusement, c'est un peuple qui arrive à tisser une cohérence entre le bon, le juste et l'efficace à partir de son imaginaire premier. Ça vaut pour Israël comme ça vaut pour la France. Chaos, essai sur les imaginaires des peuples, c'est publié aux éditions du Cerf. Merci encore Stéphane Rodez d'avoir été avec nous.